bonsoir à tous. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via Internet. Le magazine Santé et Spiritualité, comme chaque jour, de 17h30 à 19h sur l'antenne de Radio Ici et Maintenant. Alexandre avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui vais animer cette émission, c'est Sandrine Félix. Sandrine Félix, bonsoir. Bonsoir Alexandre. C'est vous qui allez animer cette émission Santé et Spiritualité. Bienvenue sur notre antenne. Je rappelle à nos auditeurs, pour ceux qui viendraient d'arriver, qu'il y aura une conférence atelier dans les locaux de la radio ce soir. Ouverture des portes à 19h45. Le début de l'atelier, c'est à 20h et jusqu'à 22h30. Et c'est au 8 rue Violet dans le 15e arrondissement à Paris. On y reviendra dans le cours de cette émission parce que finalement cette antenne va parler de tous ces sujets. On va développer les sujets qui seront traités ce soir, sauf que ce soir, il y aura aussi une expérimentation de tout cela. Vous ferez, avec les auditeurs qui seront présents, des petits exercices pour justement mettre en pratique ce que vous allez pouvoir nous décrire pendant ces 90 minutes, un petit peu moins, que nous allons passer ensemble. Le thème principal de cette émission, c'est le Shutsu, car le Shutsu, c'est l'aboutissement finalement de toutes vos recherches et de tout ce que vous avez essayé dans votre existence. Vous en êtes arrivé à cette technique qui, pour vous, mêle un peu tout ce que vous préférez à chaque niveau. On va y revenir dans quelques instants, mais avant cela, Sandrine Félix, pour tous ceux qui vous rencontrent aujourd'hui pour la première fois, je vous demandais en quelques mots de vous présenter. Eh bien, merci Alexandre et bonsoir à tous les auditeurs, les nouveaux et les anciens. Donc, ravi de vous retrouver ce soir. Alors, voilà, donc j'ai un parcours assez éclectique, mais qui illustre quand même un engouement pour tout ce qui a trait au bien-être. Et donc, j'ai pu, au cours de plusieurs années d'expérience, en fait, personnelle et professionnelle également, avoir l'opportunité de pouvoir vivre des situations qui m'ont donné à un moment donné la possibilité de faire un virage à 180 degrés. Donc en l'occurrence, je fais allusion à un parcours de vie initiatique au sujet du physique, de la douleur. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, en ce sens que j'ai voulu y trouver une issue et par mes propres moyens. Je suis quelqu'un qui recherche beaucoup l'autonomie et qui, par le fait, aujourd'hui, en tant que thérapeute, m'investit grandement dans ce domaine-là pour trouver des outils pour rendre justement à toutes les personnes avec qui je travaille dans l'accompagnement autonome par le biais de pouvoir leur donner des prismes, des techniques qui leur permettent d'agir eux-mêmes lorsqu'ils ont des situations dans lesquelles ils se sentent complètement perdus. Et surtout lorsqu'ils sont aux prises avec la douleur, qui est vraiment une sensation qui est terrible parce qu'on se sent souvent seul et complètement dans l'incapacité d'agir, hein, de comprendre et de pouvoir surtout y remédier. Donc, j'ai eu l'opportunité de tester plusieurs outils, plusieurs techniques et je suis rapidement venue à la sophrologie dans un premier temps. Ça a été par cela que j'ai commencé. J'ai eu la chance d'être formée par le docteur Hubert, hein, qui a inventé la sophrologie dans les années 60 avec le professeur Caicedo. Et j'ai suivi ce courant-là pendant plusieurs années. J'ai passé même mes diplômes, mes masters en sophrologie. Et puis, je suis quelqu'un qui aime expérimenter et qui aime comprendre. J'ai rapidement réalisé qu'il y avait plusieurs courants, en fait, au niveau de la sophrologie. Il y avait la sophrologie caïcédienne, et puis la sophrologie où on passait plutôt pour des dissidents, qui était celle du docteur Hubert, puisqu'à un moment donné, il y a une scission entre ces deux personnages. Et eh bien, j'ai fait une autre formation de sophrologie avec un organisme caïcédien, donc pour pouvoir effectivement comprendre de quelle différence il s'agissait. Au final, pour réaliser que tout mène et tout converge en une même réponse, qui était tout simplement le mieux-être de la personne sur le plan, on va dire, plutôt émotionnel, mental.
Mais ça ne m'a pas suffi. J'ai rapidement eu envie d'aller plus loin. Et j'ai surtout eu envie d'être au contact des personnes. Parce que c'est vrai que quand on souffre, quand on se sent complètement exclu, que ce soit physiquement par le handicap, hein, que ce soit psychologiquement par le fait de perdre quelqu'un, d'être complètement démuni, désemparé, ne plus trouver le sens à son essence profonde. Et bien là, je me suis dit, bon là, je ne peux pas ne pas toucher la personne. On me disait, la personne pleure, la personne va pas bien. Bah, surtout, faut pas toucher. Surtout, faut rien dire et puis il faut l'orienter. Donc moi, ça ne m'a pas convenu. Et j'ai cherché justement à être dans une approche beaucoup plus présente. Et c'est ce qui m'a ouvert les portes des techniques énergétiques. C'est là que j'ai commencé à toucher. Donc, fait toutes les techniques de toucher thérapeutique. Donc j'ai travaillé sur la relaxation coréenne, j'ai travaillé sur le massage ayurvédique, les shiatsu, le hama, etc. Et donc sur chaise en l'occurrence, puisqu'il s'agit un petit peu de la même chose. Et là, j'ai réalisé qu'en touchant, on était au contact direct de la personne, mais encore plus en profondeur. Et là, j'ai ressenti ce qu'était l'énergie. Ça m'a beaucoup interpellée parce que j'ai compris quelque chose qui était jusqu'avant euh, complètement nouveau. Pour moi, je ne savais pas du tout ce qu'était l'énergie, à vrai dire. Et quand j'ai commencé à essayer de comprendre, il m'est arrivé des expériences fabuleuses. Donc, on m'a demandé de sentir une énergie entre mes mains. J'ai eu beaucoup de mal au départ parce que j'étais beaucoup je suis très pragmatique, très dans le cartésien, dans tout ça. J'avais vraiment envie de trouver une cohérence, un sens à tout ça. Et en fait, c'est au moment où j'ai lâché, où je m'attendais à rien en fait, que je me suis retrouvée avec un cadeau impressionnant, puisque un jour où je faisais un massage, plus je faisais ce massage et plus je trouvais, en fait, j'ai vu une traînée bleue, lumineuse, au niveau de mes mains. Et ça m'a, c'était stupéfiant, c'était magique, hein, c'était magnifique. Et ça s'arrêtait pas. Et plus je le faisais, plus ça continuait. Et voilà, ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie. Je l'ai pas voulu, je l'ai eu, ça a été un cadeau. Puis après, j'ai voulu et puis je l'ai pas eu. Et puis voilà, mais en tout cas, c'est une expérience qui m'a apporté énormément, en ce sens que je me suis dit: «Mais c'est incroyable, mais c'est super, donc il y a quelque chose, quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai envie de comprendre». Donc ça m'a vraiment, donné, l'envie d'aller encore plus avant dans cette technique qui était l'énergétique, à l'époque et encore plus dans la subtilité. Puisque moi, en fait, le fait de pouvoir, voir et moi qui suis très visuelle, ça me parlait davantage que le fait de ressentir. Et en fait, c'était aussi d'une certaine manière une résistance, puisque en réalité, au final, je suis très, très dans la perception aussi. C'est aujourd'hui par cela que l'énergie passe. C'est par le toucher. C'est par mes mains en l'occurrence. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Et je me suis dit, bon, bah, c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Donc j'ai continué dans ce domaine-là. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il me manquait quand même quelque chose. J'ai réalisé que le corps, c'était pas uniquement un mental, c'était pas uniquement une matière, un physique et de l'énergie. Et j'ai réalisé que ce corps, il était nourri, on va dire, sur le plan de l'alimentation, ne serait-ce que ça, pour être très terre à terre. Et j'avais effectivement à ce moment-là besoin d'ancrage, peut-être, besoin de centrage. Et cet aspect matière m'a apporté énormément, puisque j'ai encore une fois réalisé qu'on a l'impression de savoir, et en fait, ben, on se rend compte qu'on a besoin de se reconnecter à la connaissance en vérité. Parce que le savoir n'a rien à voir avec la connaissance. Le savoir, c'est quelque chose qu'on va nous enseigner, on est dans de la théorie, alors que la connaissance, on l'a de toute façon. Et on passe toute notre vie à s'y reconnecter, en fait. Et plus on se reconnecte à cette essence, à cette puissance profonde, et plus on se retrouve.
Et bon, après, chemin faisant, j'ai eu l'opportunité de faire des rencontres qui m'ont effectivement donné la possibilité d'avancer dans cette dynamique. Alors effectivement, j'ai fait énormément de formations parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, c'est quelque chose qui m'enrichit au quotidien et c'est une volonté de ma part que de réapprendre, que de retrouver ces enseignements qui me parlent énormément. Et quand j'étais toute petite, moi je pensais qu'à une chose, c'était que je trouvais ça bizarre qu'on nous impose une matière, qu'on nous impose quelque chose. Par exemple, j'avais horreur des maths. Et donc, moi, je préférais faire des herbiers, j'étais beaucoup dans le côté artistique, dans ce genre de choses. Et voilà, j'étais plutôt cerveau droit que cerveau gauche. Et donc, forcément, dès qu'on me demandait de faire des racines carrées, des calculs, des trucs comme ça, c'était pas mon truc. Dès qu'on me parlait problème, pour moi, ça me stressait. C'était vraiment le stress total. Et je me demandais pourquoi il y avait des problèmes et pourquoi on cherchait pas plutôt la solution. Donc j'ai toujours été un peu frustrée par rapport à ça. Donc forcément, j'étais plutôt littéraire, j'étais plutôt artistique et je me suis plutôt orientée vers cette voie. Donc j'ai eu un premier parcours de vie où j'étais en horaire décalé. Je travaillais avec des hôtesses et stewards et j'ai fait beaucoup de formations de formateurs, de choses comme ça. Et j'ai commencé à créer des outils. Parce que très vite, j'ai réalisé qu'au niveau professionnel, il manquait quelque chose pour la communication, pour aider. Quand on était seul à bord, on se retrouvait complètement perdu et puis on ne savait plus quoi faire. Et donc, j'ai commencé tout de suite à créer des petits outils et très vite, c'est quelque chose qui est resté. Et quand j'ai commencé à m'installer dans la relation d'aide, ça m'a repris. Et je me suis dit, mais voilà, et ça m'a pris avec les enfants. Donc, je leur ai expliqué comment faire pour autoréguler leurs énergies. Et qui plus est, eux-mêmes me décrivaient des trajets des méridiens qu'on verra plus tard dans cet exposé. Et je leur faisais des petits schémas, je leur faisais des petites cartes en fait. Et ils m'ont donné l'envie de continuer, de créer à nouveau ces outils-là dans ce contexte-là. Et c'est pour ça que j'ai créé des outils thérapeutiques qui sont très ludiques hein, pour apprendre aujourd'hui les chakras, les méridiens, pour apprendre aussi à méditer, pour apprendre à se poser, parce qu'on a tous plus ou moins besoin de ça. Et personnellement, j'y suis venue parce que j'étais beaucoup à courir partout en horaire décalé, jamais au même endroit. J'avais besoin de cet ancrage, de me poser, de ce centrage et de pouvoir prendre rendez-vous avec moi-même. C'était une belle opportunité que de redécouvrir cela. Vous avez donc totalement changé d'orientation. C'est un choix de vie, c'est ce qui s'est imposé à vous, c'était une envie? J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. J'ai Mhm. toujours beaucoup aimé ce que je faisais parce que je suis quelqu'un qui m'investit énormément. Par le fait que j'étais en horaire décalé, que je voyais des gens différents toute la journée, par le fait que j'ai un bon contact, un bon relationnel. Mais dans mon approche de relation d'aide, j'ai très vite été frustrée parce que moi j'avais besoin d'aider et puis on me disait que j'étais pas là pour faire du social. Donc à partir du moment où j'ai pris conscience que j'avais besoin de me poser, de me relaxer et que j'ai fait cette formation en sophrologie, eh bien, tout naturellement, je me suis trouvée dans mon monde. Et j'ai de nouveau côtoyé des personnes qui étaient dans une ouverture, qui étaient dans cette capacité de communiquer, de donner, de recevoir. Et pour moi, ça a été une révélation. Et je me suis dit, mais c'est ça, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Non seulement, effectivement, j'ai l'opportunité de voir des gens différents tous les jours, je peux voyager, je peux encore utiliser des techniques très différentes. Et à ce moment-là, ben, c'est tout à fait accepté d'être dans cet échange, de donner et de recevoir. Et tout naturellement, je pense que j'ai toujours été moi-même dans cette dynamique thérapeutique, mais plus dans la relation d'aide, on va dire, psychologique, où j'étais plus à aider la personne à trouver son équilibre pour éviter qu'elle soit stressée quand elle était seule, quand elle était perdue. Et bien en fait, j'ai pu avoir l'opportunité d'avoir cette aptitude et de la transférer dans la relation d'aide, plus au niveau mécanique, au niveau physique, tout simplement parce que j'ai eu un accident assez grave où je me suis retrouvée très handicapée. Et ça a été une expérience riche de sens, puisque pour le coup, euh, je me suis trouvée aux prises avec la douleur dont on parlait précédemment.
Et j'ai eu envie de trouver une solution parce que j'avais pas d'alternative, hein. La médecine occidentale est intéressante en ce sens qu'elle va gérer les techniques d'urgence, mais à part remettre une prothèse, à part réparer, couper, etc., il n'y avait rien d'autre, on me proposait rien d'autre et on me disait à un moment donné, ah ben madame, vous êtes jeune, vous pourrez plus faire ci, vous pourrez plus faire ça. Et moi, je supporte pas qu'on me qu'on m'interdise ou qu'on m'enlève quelque chose. J'ai dit non, j'ai refusé. J'ai refusé parce que j'ai une façon d'agir qui est dans la contre-injonction. Il suffit qu'on me dise non pour que je fasse l'inverse, pour que je prouve que c'est possible. Et en faisant cela, j'ai effectivement réussi à obtenir ce qui était impossible à obtenir. En l'occurrence, il s'agissait d'un accident de ski où j'ai eu une rupture des ligaments croisés, latéraux, ménisque, capsule. J'ai eu une fracture du tibia avec un réaxement, une TTA. Donc dans un premier temps, on m'a plâtré, donc j'ai eu des adhérences. Et après, bon, ça a été juste l'horreur parce que j'avais 2 heures de kiné par jour pendant plusieurs mois. Donc forcément, j'ai fait une algodystrophie puisque j'avais un genou gros comme une cuisse. D'ailleurs, j'avais une cuisse gros comme un bras, tellement j'avais plus de muscles, plus rien. Et bon, on me faisait soulever des poids, ce qui était une ignominie. Et puis ensuite, on me pliait la jambe s'appuyant sur moi. Alors que c'était juste impossible puisque le ligament était trop petit. Ça a claqué. Enfin voilà, je me suis fait opérer 3 fois. Et au bout d'un moment, j'ai dit stop. Maintenant, je sais que je suis très très difficile à la douleur en principe. Et là, c'est pas normal. Et effectivement, quand je me suis refaite opérer la dernière fois, on m'a dit, mais attendez, mais c'est de la torture, c'est pas possible, vous n'avez pas fait ça. Je dis, bah écoutez, oui. Il m'a dit, bah, je vois bien, effectivement, vu l'état de votre jambe, vu qu'il n'y a plus de ligaments, que tout a été déchiré, j'imagine bien que vous ne l'avez pas fait toute seule. Donc, on a tout repris à zéro. Et là, ben, j'ai fait ce qu'il fallait à fond. J'ai fait de la kiné, j'ai fait du kinétech, j'ai fait beaucoup, j'ai travaillé beaucoup sur mon mental et j'ai travaillé beaucoup sur la possibilité et l'ouverture dans la possibilité de retrouver ma mobilité. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a profondément marqué, profondément choqué, c'est de voir un propre membre de son corps et de ne pas pouvoir, avec le mental, avoir la possibilité de le bouger. C'est juste horrible. Et c'était pour moi incompréhensible et intolérable. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je suis capable d'avoir une volonté, j'ai une puissance dans cette pensée créatrice, j'y pensais et j'y croyais profondément. Et je me suis dit, c'est que je m'y prends mal. C'est qu'il faut que je fasse quelque chose où je ne suis pas en phase. Soit je dois avoir peur, ou alors je crois trop ce qu'on me dit, il faut que j'arrête d'écouter. Et en fait, c'était l'histoire de la grenouille. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la grenouille, c'est simplement que un jour, il y a plusieurs grenouilles qui sont au pied d'une montagne et puis il y a un super orage qui éclate et toutes les grenouilles décident d'escalader cette fameuse montagne et à un moment donné, le revêtement de la montagne commence à s'en aller progressivement. Puis toutes les grenouilles qui sont en bas disent attention, descends, descends, c'est trop dangereux, regarde, il y a des éclairs, descends, descends. Puis toutes les grenouilles commencent à redescendre les unes après les autres en se retournant et en écoutant leurs petites copines en bas. Et puis il y en a une qui continue, qui grimpe et qui arrive jusqu'au sommet. Et à la fin, en fait, elle les voit toutes en train de faire des grands gestes, en train de crier. Puis elle dit d'un seul coup, pardon, qu'est-ce que vous dites? Et la moralité, c'est que cette grenouille était sourde et qu'elle n'a écouté qu'elle-même. Elle était partie avec cette motivation et rien ni personne n'a pu l'arrêter parce qu'elle n'a pas pris le temps de les écouter. Elle ne s'est écoutée qu'elle-même. Et du coup, elle n'a pas écouté les peurs des autres. Elle n'était pas dans ses projections. Et on en parlera un petit peu plus tard tout à l'heure dans cet exposé au niveau de l'émotionnel, justement, cette capacité à transcender la chose. Vous nous avez dit aussi dans votre présentation que pour vous, le toucher était très important. Vous avez parlé de techniques, différentes techniques, le massage ayurvédique. Vous avez aussi parlé du massage coréen, Oui, je crois, et puis tout à fait. d'autres techniques. Quelle est véritablement la différence entre tous ces massages? Est-ce que ce sont les points énergétiques? Je ne pense pas parce qu'on a les mêmes points énergétiques. Est-ce que c'est la technique un peu plus douce, un peu plus violente? Est-ce que c'est l'utilisation d'huile? Quelles sont les Oui. différences?
Alors ça, c'est une très bonne question. Les différences sont intéressantes, en ce sens que quand on va travailler sur un massage à main, on va être comme sur un shiatsu, on va travailler sur une personne qui va être habillée. Donc moi, j'aime bien ce sas, en fait, parce que je ne masse jamais quelqu'un de prime abord comme ça. Généralement, il faut déjà un premier contact. Je vais rééquilibrer les énergies pour qu'elles soient stables, réceptives et non plus réactives, ce qui est nettement différent. C'est pareil pour la relaxation coréenne. La relaxation coréenne, c'est des micro-vibrations et on va travailler encore une fois sur des perceptions, sur des résonances, sur des fréquences que l'on va induire au niveau du corps. Et je dirais même c'est un massage que le corps se fait lui-même par des micro-massages en faisant des espèces de frictions au niveau de la peau contre le sol. Il y a plusieurs techniques, plusieurs approches qui vont être intéressantes. Maintenant, après, quand on va être sur des strand-mailles, on est plutôt sur un massage qui est très très yang. On va être sur des frottements, où là, on va amener le feu. C'est un massage énergétique, où là, on va refaire circuler le chi, l'énergie. Et puis après, quand on va être sur l'ayurvédique, on est plus sur un massage enveloppant. On est plus sur quelque chose où on va être avec de l'huile, où on va apporter plus un recentrage de la personne. Donc chaque toucher thérapeutique a son intérêt. Maintenant, il y en a d'autres au niveau des shiatsu où on va être aussi... Alors, on peut travailler sur les chaînes musculaires, mais on peut travailler aussi sur tout ce qui est tendineux musculaire. Et on a un axe aussi, tout dépend de l'approche que l'on va choisir, sur les méridiens, sur les points d'acupuncture. Donc là, pour le fait, les points d'acupuncture vont avoir une résonance immédiate au niveau des méridiens qui eux-mêmes vont innerver et vasculariser un organe dans sa fonction métabolique, dans son énergie psychique, et donc vont pouvoir réguler et harmoniser la personne dans sa globalité. Alors il y a toute une approche qui va se faire effectivement sur le physique, mais encore une fois, il y a aussi toute cette préparation. Je pense que j'ai eu la chance de commencer par le mental, l'émotionnel, on va dire par le biais de la sophrologie et par le biais de l'hypnose, évidemment, puisque je fais également de l'hypnose. Il n'y a pas beaucoup de différence en fait entre la sophrologie et l'hypnose. On va être sur le niveau sophroliminal. On est entre la veille active et le sommeil. On oscille entre 6, 8, 9 Hz. Ce sont des fréquences qui sont des fréquences où on est vraiment dans une zone de réceptivité, où là on lâche au niveau du mental et on est beaucoup plus dans une accessibilité à son moi profond. Et tout ce que l'on va vivre dans cet état vibratoire de réceptivité, c'est quelque chose que l'on va pouvoir intégrer comme étant réel. De sorte qu'on va pouvoir dépasser des blocages de la vie quotidienne et on va pouvoir déjà être dans un état de réceptivité et aussi un état actif qui va nous permettre d'agir et non plus de réagir lorsqu'on va revenir dans l'ici et maintenant et que l'on va prendre conscience. Donc on a aussi des techniques d'ancrage, on appelle ça le signe-signal de détente, qui vont être des techniques où on va ponctuellement permettre à la personne de pouvoir avoir l'opportunité à un moment précis de retrouver une zone de confort dans laquelle elle va pouvoir se positionner à un moment opportun. Ça va être le passage d'un examen, ça va être un moment où elle est en conflit, où elle va devoir gérer son affect, son émotionnel. Et l'hypnose, c'est plus quelque chose où on va plus prendre le dessus sur la personne. On va moins lui permettre l'ouverture, la suggestion, la possibilité de l'attitude qu'on pourra donner dans la sophrologie, parce que l'hypnose, on va induire euh, une ligne de conduite. Évidemment, on va dans le sens de la personne. On ne va pas lui demander de faire quelque chose qu'elle n'est pas capable d'accepter et De ça ne toute se façon, fera pas. elle le fera pas. Ça Voilà. ne se Si elle ne fera pas. l'accepte pas. Tout à fait, ça ne se fera pas parce qu'il y a une adhésion, de toute façon, consciente et inconsciente, qui se fait. Il faut avoir conscience de cela. Donc maintenant, bon, après, il y a différentes phases d'induction qui font qu'on peut agir différemment. Maintenant, moi, je travaille sur de l'hypnose clinique, donc c'est pas de l'hypnose de foire. Donc on va travailler d'un commun accord sur une addiction, que ce soit l'alcool, la drogue, le tabac, tout ce que, ou alors l'alimentation également. En tout cas, c'est souvent un blocage au stade oral actif.
qui a trait au besoin de se remplir d'un vide existentiel où on a du mal à se retrouver soi-même. Donc en l'occurrence, ces personnes-là vont être dans une demande et l'approche sera beaucoup plus adaptée que de travailler en hypnose, puisque là, on va plutôt soutenir, on va plutôt les accompagner et travailler dans des inductions. Donc ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus directif. Et là, la personne n'a pas le temps de réfléchir et très vite, elle tombe dans un état de transe, contrairement à l'état sophroliminal où là, elle va pouvoir être très différente dans son comportement. Elle va tout de suite vivre les choses différemment. Si j'ai bien compris ce que vous nous disiez au début de cette émission, on va le définir un petit peu plus tard, le Shuzu représente l'aboutissement de tous ces travaux, de tous ces outils. Oui. Euh, Pourquoi, dans ce cas-là, encore utiliser l'hypnose et les massages dans vos techniques si le Shuzu est ce qui répond le mieux à toutes les attentes que vous avez pour aider les gens, pourquoi est-ce que l'hypnose et les massages sont encore présents? Parce que tout a une raison d'être. Et en fait, moi, je travaille aujourd'hui avec plusieurs interfaces qui sont des appareils. Parce que j'aime bien montrer, démontrer. J'ai un appareil, c'est un vrai dinosaure. C'est un appareil qui marche à pile et c'est un électroacupuncteur. Et pourtant, j'ai des scanners qui sont des scanners en médecine quantique. Et vous verrez dans mes deux cabinets, que ce soit à Paris ou que ce soit dans mon centre de bien-être à Ponthierry, les deux côte à côte. Et ils sont très complémentaires parce que tout a raison d'être. Il y a une façon, il y a une approche. Je vais utiliser le Shutsu en fin de parcours. Dans un premier temps, je vais identifier, et en l'occurrence avec cet appareil d'acupuncture, où en est la personne, physiquement, psychologiquement, énergétiquement. Je vais lui montrer. Elle a besoin de voir, elle a besoin d'entendre, elle a besoin de comprendre ce que je vais lui dire, pour ne pas être dans le pouvoir, pour qu'elle puisse réaliser. Et en l'occurrence, il s'agit du fameux bilan énergétique. On en parlera plus tard. Mais le bilan énergétique, c'est la capacité de pouvoir montrer à la personne ce qui se passe dans son corps. Au niveau de son énergie, il y a des moments, des fois, où on n'a pas d'énergie, ou alors on a trop d'énergie. Et à ce moment-là, ben, on est stressé, on ne sait pas quoi en faire, donc on a besoin de décompenser. Il y a des gens qui vont être dans un excès d'énergie où ça va se terminer par des burn-out, ça va se terminer par un manque à la fin. Parce que tout ce qui est en excès est prédestiné à descendre, de toute façon. C'est vraiment la pesanteur. Donc ça monte, et puis à un moment donné, ça va redescendre. Donc ce qui se passe, c'est que, bon, bah, au niveau de cela, il faut à un moment donné se positionner. Puis surtout, il faut comprendre ce que notre corps nous dit. Parce qu'on n'est pas qu'un corps, on n'est pas que cet écrin qui nous contient, on est surtout tout sauf cela. Mais il n'empêche qu'on est dans ce corps. Et il faut faire avec. Donc, dans un premier temps, identifier ce qui ne fonctionne pas dans le corps, c'est se donner l'opportunité de pouvoir comprendre, de pouvoir agir et non plus d'être en réaction en permanence. Aujourd'hui, on est beaucoup en réaction. Et ça nous donne beaucoup moins de latitude pour être dans l'action, dans l'autonomie et dans l'identité propre de son être profond. Aujourd'hui, on n'est pas dans une société qui nous donne le pouvoir de nous-mêmes. Aujourd'hui, on est plus à écouter, à faire comme ci, à faire comme ça, mais en vérité, peu osent être qui ils sont. Peu osent, euh, au détriment d'eux-mêmes, s'affirmer tels qu'ils sont dans leurs différences. Et c'est bien dommage, parce que accepter la différence, c'est accepter aussi d'avancer, accepter qu'on l'on grandit au travers la différence, au travers l'identité de chacun. Et en fait, quand on commence à avancer sur ces chemins-là, on se rend vite compte que la personne a besoin aussi de travailler le terrain, ce qu'elle met à l'intérieur du corps. Donc je vais de toute façon lui donner les pistes en naturopathie. Donc j'ai eu l'opportunité de travailler avec Robert Masson au Centre européen de naturopathie appliquée et avec Grégoire Jouvet qui est à l'école justement à Biarritz, qui est l'institut d'accompagnement au fait global de l'être au niveau de l'alimentation. Donc c'est l'Université libre des sciences de l'homme de Biarritz. Donc moi je suis son homologue sur Paris puisqu'on a monté 12 rue Chaligny, l'Université libre des sciences de l'homme de Paris. Et on travaille sur l'accompagnement au niveau de l'alimentation.
en naturopathie, puis en nutrition, mais également sur l'accompagnement global en énergétique et en quantique, parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère du quantique. Aujourd'hui, les fréquences sont des résonances qui mettent en évidence un déséquilibre au niveau du corps. Alors, ce déséquilibre, il peut être installé ou il peut ne pas encore l'être. Il n'empêche qu'à partir du moment où, en quantique, on voit qu'on tend vers une fréquence qui n'est pas dans l'harmonie, on a toutes les prédispositions pour y accéder. Donc, quelque part, on est encore une fois dans le préventif. Et moi, ce qui me plaît dans la médecine traditionnelle chinoise, qui a 5000 ans d'existence, c'est cette latitude avec la médecine quantique, et qui est beaucoup plus récente pour le coup. Enfin, on a l'impression qu'elle est plus récente, mais d'une certaine manière, c'est le tout en un, puisque le temps n'existe pas, hein. On est dans, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Donc ça reconnecte et ça remet toutes les pendules à l'heure, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. Donc je trouve ça super chouette aujourd'hui de pouvoir, à l'ère actuelle où nous sommes, pouvoir agir d'une manière globale. Le Shutsu, c'est simplement du quantique qui remet en fait le lien entre les prismes holographiques palmaires, plantaires, digital, crânien ou autres au niveau du corps. Donc on est encore sur de l'information, mais simplement, cette information quantique, on va avoir l'opportunité de la redonner soi-même au niveau du corps. Et ça, c'est une étape qui se fait lorsque l'on a effectivement régulé son énergie, lorsque l'on a effectivement régulé ce que l'on met à l'intérieur du corps en termes de carburant, en termes de sources énergétiques. Et je fais allusion, entre autres, aux oligo-éléments, aux acides gras essentiels, aux vitamines, et à tout ce dont le corps a besoin pour être dans son potentiel optimal. Sans compter que malheureusement aujourd'hui, au niveau vibratoire, il ne faut pas exclure l'environnement. L'électrosmog, les pollutions électromagnétiques, les antennes relais, et j'ose même pas nommer la 4G qu'on nous offre très très gracieusement aujourd'hui dans les flashs publicitaires en nous disant voyez, vous l'avez encore chez vous, c'est une ancienne, mais je ne donnerai pas la marque. Maintenant, ça va beaucoup plus vite. C'est sûr, ça va beaucoup plus vite. Et les gens arrivent beaucoup plus vite dans leur lit le soir complètement cassés qu'avant. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2, c'est l'émission Santé et Spiritualité, aujourd'hui animée par Sandrine Félix. Nous ouvrons immédiatement le premier espace promotionnel de cette émission. C'est Sandrine Félix qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Naturopathe, pratique aussi la médecine énergétique et le Shutsu que nous allons détailler dans quelques instants. Pour la joindre, un numéro de téléphone. C'est le 06 60 58 39 77. Je répète, 06 60 58 39 77. Et puis, il y a un site internet où vous retrouverez toutes sortes d'informations et notamment ses contacts. C'est le www.spiral-energie.fr. Tout cela au singulier, spiral-energie.fr. Et puis, notez que ce bilan énergétique dont nous parlions précédemment, il est offert pour les auditeurs de Radio Ici et Maintenant. Fin de ce premier espace promotionnel. Nous reprenons le cours de cette émission. Sandrine Félix, vous avez commencé à introduire le thème du Shutsu. On va bien le détailler pendant cette antenne. Et puis, je le rappelle à nos auditeurs, ce soir, ils pourront aussi pratiquer s'ils viennent à l'atelier conférence, voir un peu ce que ça donne de près. Alors, le Shutsu, donc, c'est si j'ai bien compris ce que vous disiez juste avant la pause, on pourrait presque parler de projection du corps sur un membre. Là, pour le coup, c'est la main. Et c'est cette main qui représente le corps, la main ou le pied, ou en tout cas, c'est une projection. Oui, effectivement, ça peut être ou la main ou le pied pour la bonne et simple raison que étymologiquement, le mot shutsu signifie main-pied en chinois. Shu étant la main, zu étant le pied.
Maintenant, c'est une technique ancestrale hein, qui date de plus de 5000 ans, mais qui a été reprise à maintes et maintes reprises. En l'occurrence pour les Coréens, il y a à peu près une vingtaine d'années. Et ça a été aussi rebaptisé Sujok, donc main-pied en coréen. Mais il se trouve que le Shutsu, moi j'ai voulu redonner les lettres de noblesse à cette méthode, hein, qui est très très puissante, et qui n'était pas forcément vraiment diffusée en France. Donc j'ai eu l'opportunité d'être formée par une personne qui a traduit cette méthode au niveau international et de pouvoir avoir cet enseignement en français et aujourd'hui de pouvoir aujourd'hui le dispenser. Donc c'est un enseignement que je vais pouvoir dispenser au travers d'une école aujourd'hui, donc on en reparlera, les personnes pourront le voir après sur le site, s'ils souhaitent aller plus loin pour voir de quoi il s'agit. Mais en tout cas, c'est un outil qui permet de travailler l'autonomie. Alors, il y a derrière moi un kakemono où vous allez pouvoir visualiser pour les personnes qui ont la webcam et pour les personnes qui ne l'ont pas. Alors, je vais vous aider à pouvoir visualiser cela. En fait, il faut imaginer la main, les doigts vers le bas. Quand vous voyez la main, les doigts vers le bas, eh bien vous avez, que ce soit indépendamment des mains, que ce soit la main gauche ou la main droite, on va partir sur une main gauche pour que ce soit plus simple, comme ça tout le monde fera la même chose. Eh bien vous allez avoir l'index et l'auriculaire, qui seront les deux doigts qui seront aux extrémités de cette main, qui correspondront au bras. Ensuite de ça, les deux doigts du milieu, tout naturellement, correspondront aux jambes. Maintenant, quand vous reprojetez le pouce en hauteur, tout au-dessus, alors c'est sûr que c'est pas évident quand on n'a pas la vidéo, mais on le voit très très nettement sur la vidéo et vous le verrez sur le site internet, vous avez toutes les planches que vous pourrez récupérer. Et bien là, on voit effectivement le haut du corps qui va être délimité par la ligne du diaphragme. Donc la ligne du diaphragme étant la première ligne étant délimitée par celle de l'éminence sténare au niveau du pouce, et la deuxième ligne étant la projection qui va se retrouver dans le pli de flexion interne du poignet. Donc première ligne, éminence sténare, deuxième ligne, pli de flexion qui ne sont que la même ligne. Ça n'est que la même ligne dans une projection. Alors, je vous invite, hein, pour les personnes qui sont pas trop loin de la radio, à venir participer à cet atelier, justement parce que ce sera un atelier pratique. Et vous allez pouvoir vous exercer justement à cette technique et pouvoir apprendre comment rapidement, c'est une technique d'urgence, hein, c'est une technique justement qui est accessible sur les mains, justement pour cette raison, parce que il y a une innocuité totale. On n'est pas sur des zones vitales, on est sur des zones de résonance. Ensuite de ça, on peut, alors au niveau du tronc, le tronc va correspondre à toute la paume de la main et c'est la projection de tout le corps en interne. Voilà, donc après c'est très très simple. On a cette projection-là, la même projection dans le pied, et puis on va l'avoir également dans le doigt sur un système digital. On va l'avoir sur d'autres prismes. Donc là, on va rester sur ces trois-là pour que ce soit beaucoup plus simple ce soir. D'autant plus que ce n'est pas évident de visualiser pour les personnes qui n'ont pas la vidéo. Donc on va rester très très simple par rapport à cela. Et simplement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous pouvez l'expérimenter rapidement, surtout quand vous êtes dans une douleur. C'est une technique et c'est la raison pour laquelle je suis très très portée sur cet outil, c'est qu'il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé, notamment par rapport à la douleur. Et lorsqu'on a expérimenté la douleur, eh bien, on a besoin de pouvoir donner les méthodes qui fonctionnent, parce que on sait ce que c'est. Et il n'y a rien de pire que de souffrir, parce que souvent quand on souffre, en plus, on est tout seul et on ne sait plus quoi faire. Et malheureusement, une fois qu'on est passé entre les mains des médecins, des chirurgiens et qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, eh bien, le problème, c'est qu'on se retrouve démuni. Après, il n'y a plus rien à faire. Et quand on dit qu'on a mal, eh bien, on n'est pas forcément entendu, reconnu dans cette douleur, puisqu'elle n'est pas identifiée. Il y a même des personnes qui viennent me voir aujourd'hui en consultation, à qui on a retiré un membre, un doigt, un bras, un pied, et ils ont toujours mal. C'est un membre fantôme. Pour la bonne et simple raison que, bon, déjà, ça a été retiré dans des conditions qu'on ne détaillera pas, mais le fait est que il reste quand même les méridiens, tous les vecteurs énergétiques qui ont nourri cette partie du corps, qui sont toujours présents.
Et donc, c'est pour ça qu'on ressent toujours cette problématique. Tant qu'on n'a pas régulé les énergies, qu'on n'a pas stabilisé, il va y avoir ces douleurs. Et ce qui est stupéfiant, c'est lorsque je les rééquilibre, qui me disent, mais comment vous avez fait? Mais comment vous avez fait? Je n'ai plus du tout mal, je me sens de nouveau entier. Et ça, c'est fabuleux. Et ça, c'est génial parce que quand on arrive justement à se libérer de cette douleur, dans cette autonomie, eh bien, on reprend le pouvoir sur soi. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque cruellement aujourd'hui. Et voilà, donc ça, c'est mon fer de lance, c'est ma motivation absolue. Et surtout pour les personnes qui sont vraiment exclus, comme les petits, les enfants qui sont un peu perdus et qui passent de sacrés quarts d'heure, parce que c'est pas évident un enfant aussi qui est un peu exclu dans la cour d'école, parce qu'il est différent, parce qu'il est chétif, parce qu'il a mal, parce qu'il sait pas communiquer. C'est pas évident quelqu'un qui devient handicapé, qui vieillit, qui a mal et qui est pas forcément bien compris. C'est pas évident tout ça. Généralement, quand on n'est pas bien, quand on souffre, eh bien, on fédère ses troupes autour de soi un instant, mais le soir, on est toujours tout seul. Et puis, c'est pas forcément facile que de se trouver face à face avec soi-même dans une douleur qu'on ne sait pas gérer. Qu'on sait pas gérer. Parce que non seulement on se sent mal, mais on se sent mal sur tous les plans. Physiquement, psychologiquement, parce qu'en plus de ça, on a l'impression qu'on embête tout le monde, parce qu'on se sent incompris, et puis personne ne comprend rien, y compris nous-mêmes. Donc, c'est une expérience très riche de sens, et à laquelle il faut participer aujourd'hui dans cette autonomie, dans cette capacité de compréhension qui est absolument fabuleuse. Pourquoi? Parce que le Shutsu, tout simplement, je parlais d'une médecine quantique à la portée de tous, permet de travailler au niveau des résonances du système nerveux central. C'est-à-dire que c'est le système nerveux qui envoie la commande. À partir du moment où j'appuie sur une zone de résonance, c'est comme si le système nerveux disait hop, active les fibroblastes, active les ostéoblastes, active la lymphe, active le sang, active les endorphines. Donc on active tout ce dont le corps a besoin à ce moment précis. Et c'est ça qui est absolument fabuleux. Parce qu'en vérité, le corps, le corps, c'est quelque chose de tout puissant. On a une puissance en nous. On a perdu conscience de cette puissance. Mais il suffit de regarder quand on se coupe. Eh bien, on refait de la peau, on cicatrise, on se régénère. On trouve ça tellement naturel. Et pourtant, c'est absolument prodigieux quand on y réfléchit. Même, ça pourrait être magique. Et pourtant, c'est sous nos yeux tous les jours. C'est pareil, quand, euh, quand on perd une dent, bah, elle va repousser. Alors on se dit oui, mais bon, c'est normal, c'est une dent de lait, etc. Pas seulement. On peut perdre une dent et faire repousser une dent, ça aussi c'est possible. Ça s'est vu. D'ailleurs, bah, il y a des personnes qui travaillent sur certaines techniques qui ont réussi à faire ça. On peut réactiver les cellules souches de l'organisme. Et aussi, il y a beaucoup de travail qui ont été faits en ce sens aujourd'hui, notamment en quantique. On peut activer énormément de résonances. Déjà, de toute façon, ce sont des résonances au niveau de la lymphe, au niveau du sang. Et dès qu'on travaille, ne serait-ce qu'en frottement, ne serait-ce qu'en appui, ne serait-ce qu'en stimulation, c'est comme quand on se donne un coup. On a tout de suite une activation de sang qui arrive pour protéger la zone. On a tout de suite la lymphe qui s'active. On a tout de suite l'énergie qui arrive. Tout ça, ça a l'air en fait très très bizarre, mais c'est très naturel en fait. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. C'est ce qui se passe dans notre corps. Quand on regarde notre corps au microscope, on a énormément de vie sur le corps, à l'intérieur du corps. Et partout dans le corps, ça n'est que de la vie. Ça n'est que le microcosme dans le macrocosme et inversement. C'est vraiment fabuleux. Et quand on s'y intéresse de plus près, et quand on prend conscience de cette résonance, de l'impact d'un simple geste sur une simple zone, eh bien, il va se passer quelque chose. On le voit déjà avec les zones réflexes. Il suffit d'appuyer sur un endroit pour que la jambe remonte. Eh bien, ça, c'est pas rien non plus. Ça prouve bien qu'il y a une corrélation. Il y a bien quelque chose. Il y a un phénomène. Là, on parle de phénomène réactionnel. Il y a une réaction. Il y a un stimuli et il y a une réponse. Là, c'est très différent. On est sur une demande d'action. C'est le système nerveux central qui envoie la commande. C'est va sur cette zone et fais ton travail. Simplement, on choisit la zone.
Et on est beaucoup, beaucoup sur l'intention. L'intention, c'est le mot-clé de cette méthode. On est sur l'intention. Je parlais tout à l'heure, encore une fois, de mon expérience par rapport à la douleur et par rapport à l'intention. Sans même savoir que je faisais du shutsu, je faisais du shutsu. Parce que je regardais, en l'occurrence, un membre de mon corps qui ne bougeait plus, qui était complètement bloqué. Je voulais le bouger, je n'y arrivais pas. Et par moments, je sentais énergétiquement quelque chose qui se passait dans ce membre. Et j'ai été très très loin, puisque en faisant ce problème d'algodystrophie, on a un problème au final qui se conclut par un problème de vascularisation et d'oxygénation des parois osseuses, qui pourrait se traduire par le fait d'exclure ce membre, tellement la douleur était horrible. J'ai réussi à faire ça. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, s'il y a ça dans mon corps aujourd'hui, ça veut dire que déjà je vais pas bien émotionnellement, je vis mal la chose, et c'était rien que de le dire. Je me suis dit, j'ai aussi bien la même capacité dans l'autre sens. Et bien maintenant, je vais décider que j'ai la capacité d'aller mieux. Après tout, je me coupe et ça se régénère. J'ai pris conscience de ça. Et je me suis dit, maintenant, je vais tout faire pour y arriver. Et j'ai tout fait. Et quand je suis sortie j'étais hospitalisée à Saint-Maurice, hein, dans les hôpitaux où on a de grands sportifs comme David Douillet, etc., en convalescence pour travailler. C'est vrai qu'on travaille énormément, hein. On fait de la piscine, on fait de l'électrosimulation, on fait du kinétech, on fait tout. Et moi, je faisais tout en double, et le matin et l'après-midi. Et en fait, j'avais énormément de résultats pour la bonne et simple raison qu'au lieu de me mettre la pression comme on fait aujourd'hui avec les gens dans tous les domaines professionnels, à leur donner des objectifs, chose qu'il ne faut jamais faire, eh bien, je me disais, voilà. On me disait, ah oui, mais là, il faudrait au moins 7 degrés de flexion, au moins cette semaine. Ah, je disais, non. Moi, ce sera 1 degré par semaine. Et je m'y tiens, j'aurai 1 degré jusqu'à ce que je reprenne la totalité de mes degrés de flexion. Ah mais non, non, mais Madame Félix, c'est pas possible ça. Non, ça c'est juste pas possible. Je dis, mais pourquoi c'est pas possible? 1 degré, c'est rien du tout. Oui, effectivement, c'est rien du tout. Et je dis, ben moi, c'est déjà quelque chose. Je me tiens à 1 degré par semaine. Et j'y arriverai. Et je ne suis pas pressée. Et je vais prendre mon temps. Parce que ça, je sais que je suis capable de l'obtenir. Alors évidemment, des fois j'avais 7 degrés, des fois j'avais 10 degrés de flexion de récupération, puis des fois j'en avais 5. Mais en tout cas, j'étais jamais en arrière. Et je ne faisais qu'avancer. Et j'ai toujours avancé jusqu'à ce que je récupère ma flexion totale. Ça a été un scoop parce qu'ils n'ont jamais compris ce qui s'était passé. Et par contre, moi j'ai tout à fait compris ce qui s'était passé. Effectivement, je suis passée par des périodes où à un moment donné, 2 ans après, je me suis retrouvée bloquée de nouveau, à plus pouvoir bouger cette jambe. Et de nouveau parce que j'avais fait pas mal d'exercices comme si de rien n'était. Et ça m'a rappelé à l'ordre et j'ai de nouveau retravaillé, retravaillé et j'ai réussi à avoir des résultats. Et sans le savoir, je faisais du shutsu parce que j'étais sur ce prisme holographique et j'étais sur cette intention. Et aujourd'hui, maintenant que je sais comment faire, maintenant que j'utilise des outils, maintenant que je peux utiliser par exemple des moxas, qui sont des petits bâtonnets d'armoise que je vais utiliser pour régénérer, pour réinformer la zone, les moxas, ce sont des petits bâtonnets Des bâtonnets de quoi? de l'armoise. C'est une plante thérapeutique que l'on va faire sécher pendant 7 ans. Et on dit qu'un bâtonnet d'armoise de moxa va pouvoir régler des pathologies de 3 ans. Donc c'est énorme, hein. Et donc résultat, une fois qu'on met ça sur une partie du corps, donc on peut le mettre directement sur la peau ou on peut le mettre sur un petit support. Et ce petit support va permettre de pouvoir travailler d'une manière pragmatique sur la zone qu'on aura choisie. Vous voyez, donc là, par exemple, je peux travailler au niveau occipital. Ça va détendre toutes les congestions au niveau de la tête. Ici, je peux travailler sur un autre prisme au niveau des reins, qui va être le dos de la main, par opposition au schéma que l'on voit ici, derrière moi. Mais si je veux travailler sur ce schéma, par exemple, là, je peux travailler, si je veux, je peux travailler sur le cœur, par exemple. Donc le cœur, si je veux travailler le haut du corps, eh bien, je vais prendre la main dans l'autre sens, comme elle est présentée ici. Mais là, je la remonte
pour avoir accès à ce qui est en haut du diaphragme, en l'occurrence tout ce qui va être l'arbre respiratoire, la thyroïde, la gorge et toute la sphère ORL, donc tous les organes des sens. Je peux tout à fait décongestionner. Si j'ai un problème, si j'ai un rhume, je peux décongestionner le nez. Voilà. Donc c'est vraiment une technique d'urgence que l'on peut utiliser sur soi sans aucun produit chimique, tout à fait naturel. Et après, on peut même utiliser des graines, on peut utiliser des huiles essentielles. Donc on a toute une palette à notre disposition qui va nous permettre d'agir d'une manière très pragmatique sur ce qui nous pose problème ponctuellement. Voilà. On a également plusieurs outils comme des petites bagues que j'ai pu vous montrer à plusieurs reprises, qui sont des outils qui vont restimuler. Alors, je ne sais pas si vous verrez, mais ce sont des outils, on voit très bien lorsqu'on passe la bague sur les doigts, et bien que ça fait des espèces de petits creux. Ce sont simplement des points qui correspondent à des points d'acupuncture. Il faut savoir que sur un point d'acupuncture, il y a moins 20% d'énergie. C'est comme ça qu'on repère les points. Et ces points sont positionnés sur les méridiens. Les méridiens sont en fait des vecteurs énergétiques qui traversent le corps euh, de part en part, sur la face interne qu'on appellera le yin, sur la face externe qu'on appellera le yang, au niveau des hémicorps, le haut, le bas, et au niveau des latéralités, le côté droit, le côté gauche. Et en fait, avec ces outils, on va avoir encore des outils d'autonomie qui vont nous permettre, à un moment donné, on peut avoir un torticolis. Alors bon, bien sûr, c'est pas grave, c'est pas, on n'en meurt pas. Mais quand on a un torticolis, c'est désagréable. Un torticolis, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne au niveau de l'énergie, au niveau de beaucoup de choses. Et on a fait une émission dernièrement sur l'émotionnel. Et lorsque l'émotionnel dysfonctionne, on va le somatiser dans le corps parce qu'on n'a pas réussi à exprimer la chose. On a la possibilité de travailler également avec des aimants. On va travailler avec des aimants. Il y a des aimants de 9000 Gauss, des aimants beaucoup moins puissants. Il y a des aimants avec des petites étoiles aussi qui vont avoir comme le principe d'une aiguille. Donc là, ce sera peut-être difficile d'avoir un gros plan, mais en tout cas, ce sont des petits aimants que l'on utilise sur des zones qui sont très très petites, sur les doigts, qui peuvent correspondre au niveau des yeux, au niveau des oreilles, enfin tout ce qui peut être bloqué. On utilise également des cristaux avec des couleurs bien spécifiques pour avoir la possibilité d'agir sur les zones énergétiques qu'on appellera les chakras. Les chakras, ce sont des roues. On appelle le chakra, ça veut dire une roue en sanskrit. Ce sont des roues énergétiques d'où vont ressortir comme des espèces de pieuvres les méridiens. C'est de là que viennent les méridiens et qui vont innerver tout le corps. Alors, les chakras seront plus sur un axe central et les méridiens seront bilatéraux. Et donc, en fonction de ces chakras, on va avoir des phénomènes réactionnels par rapport principalement aux émotions. Le traitement d'un homme ou d'une femme est-il le même? Est-ce qu'il y a des inégalités ou des différences, plus exactement, entre l'homme et la femme par rapport à la pratique du Shotsu? Alors, c'est une très bonne question. Il y a effectivement une possibilité. Encore une fois, il y a une théorie. C'est comme dans la vie, hein, il y a la théorie et il y a la pratique. On sera plus porté du côté gauche pour la polarité yang pour traiter un homme et plus le côté droit pour la polarité yin pour traiter la femme. Il n'empêche que lorsque on a un problème qui est installé dans le temps, on va dire de plus de 3 mois, on aura tendance à travailler sur le yin, parce que c'est chronique, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Et on aura tendance à travailler sur la polarité yang, le côté gauche, si c'est quelque chose d'aigu qui vient de survenir, si c'est un accident, si c'est une douleur, si c'est des maux de tête, sur la main gauche, indépendamment qu'il s'agisse effectivement également d'un homme ou d'une femme. Et d'une manière générale, tout ce qui va être technique d'urgence, on l'ira directement sur les mains qui sont à disposition. Et pour tout ce qui est quelque chose qui est installé dans le temps, là, on travaillera sur les pieds. Parce que les pieds, c'est ce qui est le plus yin, c'est ce qui est le plus d'ancrage au niveau de la terre. Donc là, pour une femme, on fera le pied droit, et tout naturellement, pour un homme, on fera le pied gauche. Voilà. Mais pas seulement.
puisqu'il y a encore un autre axe. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on fait le choix. Rien n'est juste, rien n'est faux. Et j'ai même envie de vous dire, en Shutsu, ce qui compte, c'est l'expérience. C'est ce que vous percevez, ce que vous ressentez. Et c'est ça qui est important. On peut, et moi ça m'est déjà arrivé, en fait, comme il s'agit du pouvoir de l'intention et simplement de la reconnexion, lorsqu'on est dans l'accompagnement, et là on le verra même au niveau occidental avec un médecin qui est très très pragmatique, qui n'est pas nécessairement dans une ouverture spirituelle ou autre. Et bien des fois, moi je m'en souviens quand j'étais petite, parce que du coup forcément j'allais chez le médecin, bah, des fois j'étais malade, je toussais, j'étais pas bien. Et arrivé chez le médecin, je savais que le médecin allait trouver la solution. Bah, j'étais déjà guérie, puis j'avais plus rien. Et même, j'avais même pas envie de prendre les médicaments parce que peut-être qu'à l'époque, je savais qu'il fallait pas que j'en prenne. Donc du coup, voilà ce qui se passait. Et c'est un peu l'effet placebo, mais c'est aussi la technique de conditionnement de l'être. On fonctionne un peu tous comme ça, le fait est. Mais il n'empêche que quand on travaille en shutsu, eh bien, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que on va pouvoir, dans un premier temps, agir, mais en conscience, sur une zone de résonance qui dysfonctionne, où là, eh bien, on va donner une intention. Et moi, ça m'est arrivé des fois de penser, quand je fais des traitements sur moi, que je suis sur une zone précise, hein, donc je vais penser par exemple que je suis sur le rein droit alors que je suis sur le rein gauche, et je pense tellement que je suis sur le rein droit que je vais ressentir mon rein qui est super chaud, je ressens l'énergie qui circule dans mon rein. Et quand je retire le stylet, je me dis, mais ma petite chérie, qu'est-ce que tu fais là? Et bien tout simplement, c'est pas, c'est celui qui gagne qui a raison. Et c'est pas parce que je suis théoriquement sur le rein gauche alors que j'étais censée être sur le rein droit que c'est faux ou que c'est juste. Parce que c'est au-delà du faux et du juste. Quand on parlait tout à l'heure du savoir et de la connaissance, le savoir c'est ce qu'on nous enseigne. Mais qui dit que le savoir est la vérité? Vous voulez dire que là, vous venez en un instant de nous expliquer que ces cartes de la main ne veulent rien dire du tout et que finalement c'est l'intention que l'on donne sur le point sur lequel on appuie sur la main qui provoque le changement, la guérison. Vous me dites que si par exemple je pense, je Alors, regarde votre croquis qui est là, oui. votre dessin, je vois en face de moi le cœur par exemple. De toute façon, si c'est le cœur que je veux travailler, je peux appuyer n'importe où sur la main si dans mon intention, je veux faire du bien au cœur. Alors, il y a des choses que vous venez de dire que je n'ai pas dites. Mhm. Donc, je tiens à souligner que je n'ai jamais dit qu'on pouvait appuyer n'importe où. Ça, c'est D'accord. vous qui le dites. Mais simplement, ce que j'ai souligné, c'est qu'en appuyant n'importe où, à partir du moment où on avait une intention, Mhm. on pouvait obtenir le même résultat. C'est simplement pour illustrer le placebo. C'est tout ce que j'ai voulu illustrer. Maintenant, évidemment, que quand vous êtes sur la zone et que vous avez l'intention de le faire, si vous le faites seul, déjà, vous allez avoir un bon résultat. Mais si vous le faites accompagner et que votre thérapeute est en train de vous le faire et que vous êtes déjà deux intentionnellement à donner ce message, vous êtes sur un prisme quantique. Vous savez qu'en quantique, on observe ce que l'on voit et ce que l'on voit apparaît parce qu'on observe. Donc c'est de cet ordre-là. On crée ce qui se passe sous nos yeux. Et c'est nous qui le créons, c'est nous qui le décidons en vérité. C'est nous qui créons notre vie, c'est nous qui décidons nos expériences, même si ça ne nous plaît pas quand on nous le dit. Mais quand on veut bien s'arrêter là-dessus et qu'on se dit, oui, effectivement, mais grâce à ça, j'ai réussi à faire ça, grâce à ça, je suis devenue ce que je suis, grâce à ça, j'ai avancé, grâce à ça, j'ai compris, et merci. Il faut être dans cette gratitude parce que n'importe comment, il y a une justesse. Évidemment, c'est pas facile quand on vit une expérience où on est dans la douleur, où on est démuni, où on vit même le dépouillement. Mais quand on vit le dépouillement, c'est c'est une expérience qui est riche de sens. Parce que c'est aussi une expérience où là, euh, on ne peut que rebondir sur la richesse de tout ce qui est autour de nous. C'est là qu'on voit tout. C'est là qu'on se dit finalement j'ai la santé, finalement je suis en vie, finalement les enfants sont là, finalement j'ai mes parents, finalement ceci, finalement cela. Et alors, et quand bien même. Voilà. Donc on est dans un monde où on nous met dans des cases, où ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Mais à un moment donné, on peut décider d'être heureux. C'est possible indépendamment de ce que l'on vit. Et c'est dans ces instants précis,
indépendamment de ce que l'on vit. Et j'ai eu encore aussi la chance de vivre ces expériences-là, en l'occurrence du dépouillement absolu, parce que j'ai vécu un incendie, j'ai vécu 4 cambriolages consécutifs, donc je sais ce que c'est que de redémarrer à zéro. J'ai vécu en plus pendant la même période la perte de mon emploi. C'était initiatique, mais c'était puissant. C'était puissant parce que ça m'a permis de me dire, voilà, aujourd'hui j'ai plus rien, je n'ai rien à perdre, mais j'ai tout à gagner. Et en étant dans cette dynamique-là, eh bien aujourd'hui, quand on a quelqu'un en face de nous qui a mal, qui est perdu, qui n'a plus rien, eh bien on sait quoi lui répondre. On sait en tout cas l'entendre, on sait le comprendre et on a tout à fait le souvenir du chemin pour arriver à la résolution de cette problématique, quelle qu'elle soit. Sandrine Félix, je vais vous couper parce que j'aimerais qu'on parle du plan émotionnel Mhm. du shutsu et le temps passe à une vitesse folle. N'est-ce pas? Alors, je vais ouvrir immédiatement le second espace promotionnel de cette émission et on se retrouve juste après pour parler du plan émotionnel. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2, c'est l'émission Santé et Spiritualité animée aujourd'hui par Sandrine Félix. C'est Sandrine Félix qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Pour la joindre, il y a un numéro de téléphone. C'est le 06 60 58 39 77. Je répète, 06 60 58 39 77. Notez un site internet sur lequel vous retrouverez toutes les informations que nous venons de donner, bien sûr, ainsi que les différents contacts et les rendez-vous. C'est le www.spiral-énergie.fr. Tout cela au singulier. Spiral-énergie.fr. Et puis, sachez que Sandrine Félix offrira un bilan énergétique aux auditeurs de radio ici et maintenant au numéro de téléphone précédemment cité, qui est le 06 60 58 39 77. Et puis n'oubliez pas qu'il y aura aussi une conférence dans les locaux de la radio dès ce soir, après l'émission, ou presque. Ouverture des portes à 19h45 et à 20h, l'atelier conférence débutera. Ce sera le côté pratique de la discussion que nous avons en ce moment. Fin de ce second espace promotionnel. Reprenons le cours de cette émission Santé et Spiritualité, animée aujourd'hui par Sandrine Félix. Sandrine, donc, juste avant de reprendre cette discussion et d'en arriver justement au plan émotionnel, donc on rappelle à nos auditeurs que pendant cette conférence, cet atelier conférence de ce soir, seront traités les 3 plans physique, psychologique, énergétique. C'est le thème de ce rendez-vous avec les auditeurs de Radio Ici et Maintenant. Première série d'ateliers qui vont arriver très prochainement sur l'antenne. Ce soir, ce sont les 3 points que vous avez souhaité développer, je le précise, pour nos auditeurs. Et puis, je viens de le dire à l'antenne, vous offrez un bilan énergétique aux auditeurs de Radio Ici et Maintenant. En quelques mots, tout à l'heure, vous avez cité un appareil déjà qui est utilisé pour le bilan énergétique. En quelques mots, c'est quoi? C'est une carte, le bilan énergétique, c'est bien cela? Alors oui, ça peut être vu de cette Un manière-là. instantané? Tout à fait, c'est un livre ouvert pour moi. Le Mhm. bilan énergétique, ça me permet d'avoir une cartographie de l'être dans sa globalité. En faisant un bilan, je vais voir directement où sont les dysfonctionnements. Que ce soit au niveau du haut du corps, du bas du corps, au niveau circulatoire, au niveau mécanique, au niveau énergétique, au niveau fonctionnel. Ça va me donner vraiment une opportunité de comprendre pourquoi ça dysfonctionne. Donc c'est important que de savoir ce qui se passe dans son corps. Effectivement, on est en réaction en permanence parce que souvent on a pris des traitements qui eux-mêmes vont nous donner des phénomènes réactionnels et on ne fait au final en bout de course que traiter
la résultante de ce qu'on a pris successivement, pardon, chemin faisant. Donc ce ne sont que des effets secondaires qui masquent en réalité la problématique initiale. Donc le bilan énergétique permet d'observer, on va dire, la signature énergétique de la personne et on voit précisément quels sont les déséquilibres et vers quoi ils tendent ou vers quoi ils se sont déjà installés. Et c'est ça qui est bluffant. Parce que c'est très intéressant, puisqu'on le voit aussi bien, je fais un décodage complet, et donc je tiens à préciser que j'offre ce bilan aux auditeurs de la radio, mais sur rendez-vous, bien sûr, il faut m'appeler. Et indépendamment de leur choix, ils peuvent venir soit dans le 77 dans mon centre à Ponthierry, soit sur Paris, dans le 12e, dans mon cabinet également. Donc voilà, ils ont un bilan complet qui leur permettra de comprendre où ça dysfonctionne et surtout pourquoi. C'est ça qui est important, pour ne pas justement faire perdurer cela. Merci pour ces précisions, Sandrine Félix. Il nous reste 20 minutes. Alors, je voudrais pas prendre de votre temps. Le plan émotionnel et le shoot, on a bien détaillé il y a quelques instants le côté physique de la chose, même si on va y revenir, j'imagine. Maintenant, on va parler du plan émotionnel. Quand on parle d'émotionnel, on parle quand même du... On va parler du physique aussi, on va parler des chakras, Oui. on va parler de... Vous souhaitez commencer par quoi? Parce qu'il y a plein de thèmes dans l'émotionnel. Bah, en fait, au niveau de l'émotionnel, tout se joint, tout se lie, Hmm. tout se relie. De toute façon, on l'a plus ou moins abordé en disant que les expériences de la vie nous impactent nécessairement et au niveau de notre affect, on va forcément être en résonance avec ce qui nous arrive ou avec ce qui arrive autour de nous, à nos proches, ou alors ce qui arrive au niveau de notre vie professionnelle. Il va y avoir notre vie professionnelle, notre vie familiale, notre vie personnelle. Donc comment voulez-vous que l'émotionnel ne soit pas impacté à un moment donné? Il y a forcément une réaction par rapport à cela. Donc c'est légitime. On ne peut pas, sinon on est complètement schizoïde, on est coupé de son affect et à ce moment-là, c'est un autre problème. C'est plutôt un problème psychiatrique que psychologique. Mais il n'empêche que c'est un problème tout de même, hein. Il faut prendre en considération comment on se positionne par rapport aux événements. Alors, on va se positionner de différentes façons en fonction de notre posture dans l'instant, mais également de notre cheminement. À partir du moment où on a eu l'opportunité de comprendre certaines expériences, eh bien, on va pouvoir relativiser. Tant qu'on n'a pas forcément vécu les expériences et qu'on commence à un moment donné à les vivre un jour ou l'autre, c'est plus ou moins difficile. Donc, alors, on ne va pas dire heureusement ou malheureusement, on a tous les mêmes expériences à vivre de toute façon. Elles sont plus ou moins ultimes. On va tous perdre un proche. On peut perdre un proche, même très proche à l'âge de 5 ans, comme à l'âge de 50 ans ou 80 ans. De toute façon, on va le vivre. De toute façon, on va devoir passer cette épreuve. On va tous, à un moment donné, avoir mal quelque part, ou avoir une douleur dans son corps, ou alors une cassure, une fracture, un accident. Donc on va tous plus ou moins avoir vécu ou va vivre, si on ne l'a pas encore vécu, quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, ça va se positionner différemment chez les uns et les autres. Peut-être que ça va être rapidement, peut-être que certains vont vivre des expériences plus jeunes que d'autres. Peut-être que certains vont avoir ces expériences à vivre et ils seront entourés. Et peut-être que d'autres vont les vivre et ils seront seuls. Il y a beaucoup de paramètres qui font qu'on va les vivre très différemment. Maintenant, il y a aussi des personnes qui vont vivre des expériences et qui vont se dire waouh, j'ai la baraka, j'ai reçu le toit sur la tête, mais je suis encore vivant. Et à côté de ça, il y en a un autre qui a reçu le toit à côté, mais qui va se dire oh, mon Dieu, j'ai reçu le toit sur la tête, mais c'est horrible, que la vie est triste. Donc voilà. Moi, je suis du genre à rentrer chez moi. Voilà, il m'est arrivé des expériences horribles. Et la seule chose que j'ai vue, c'est que voilà, mon chat était là, mes enfants étaient en vie, moi aussi, et je me suis dit, bah voilà, je me sens plus légère. Et puis après tout, j'en avais pas besoin, c'était superficiel. De quoi j'ai besoin aujourd'hui? Alors c'était sympa parce qu'ils m'ont laissé 3 assiettes, 3 verres, voilà, on avait ce qu'il fallait pour manger. Par contre, ils avaient vidé le frigo, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien, plus rien, de plus rien. Mais par contre, pour le coup, j'ai pris conscience de l'espace. Je me suis dit, finalement, elle est chouette cette maison.
C'est sûr que ça choque un peu quand même, surtout 4 fois de suite. Mais, mais au bout d'un moment, ce sont des expériences qui, à un moment donné, nous rendent plus forts. Parce que ça ne nous tue pas. C'est vrai qu'au départ, c'est pas évident. C'est sûr, c'est pas évident. La première fois, ça choque. La deuxième fois, ça énerve. La troisième fois, ça rend fou. Et la quatrième fois, on se dit, ok, je lâche. Merci, j'ai compris. Et c'est lorsqu'on lâche qu'on se dit, mais elle est là ma richesse. Elle est là ma force, elle est là ma puissance. Et maintenant, je suis capable de voir les choses différemment. Je suis capable d'y donner un sens. Je suis capable d'être heureux sur une île déserte. Je suis capable de partir comme ça du jour au lendemain. Rien ne me retient. J'ai résolu mes problématiques avec mon entourage. Je n'ai pas d'ennemis, je n'ai pas de problème. Je suis OK. Je peux passer de l'autre côté quand je veux. Alors après, si on a aussi l'opportunité de faire cette expérience, de revenir et de repartir, c'est encore plus chouette parce on a plus la peur. On sait que, en fait, voilà, la vie, la mort, ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'une une fréquence, ce n'est qu'une vibration. Et ce qui nous fait peur au final, c'est qu'on a l'impression qu'on perd quelque chose. On a le sentiment de perdre parce que dans cette société, on est beaucoup dans l'avoir. On nous apprend à amasser, à prendre. Parce que le problème, c'est qu'on a peur de recevoir, on a peur d'être, on a peur de donner. Et on passe à côté de soi lorsque on n'est pas dans cela. Et c'est très riche d'être dans la relation à l'autre. Et je rends grâce chaque jour pour cette expérience parce que j'ai vraiment ce bonheur de vivre ça. Et on me l'a gravé et inscrit énergétiquement puisque mon nom veut dire bonheur et en espagnol. Et je le vis vraiment au plus profond de mes cellules. Pour moi, la vie, c'est du bonheur, indépendamment de ce qu'elle nous apporte parce qu'au final, elle nous donne aussi l'opportunité de voir au travers de l'obscurité qu'il y a toujours la lumière qui s'exprime. Quoi qu'il en soit, la lumière ne peut s'exprimer qu'au travers l'obscurité et inversement. On, on ne peut, on ne peut prendre conscience de ces deux énergies que lorsqu'elles sont concomitantes et lorsqu'elles s'expriment en face à face, il y a un phénomène de résonance. C'est comme le Tao, il y a toujours du yin dans le yang, il y a toujours cette polarité féminine chez l'homme et masculine chez la femme. Il y a toujours cette force et cette faiblesse. Et ça fait les êtres que nous sommes dans notre capacité à vivre du mieux que l'on peut et moi, j'ai envie de dire que la clé, c'est d'être heureux, quoi qu'il en soit, de prendre cette vie comme une expérience ultime et nécessaire pour simplement se reconnecter à ce moi intérieur profond, ce soi, ce self, qui fait que, en fait, au travers de tous ces enseignements, on ne fait que se reconnecter à ce que l'on sait déjà, mais que l'on s'est empressé d'oublier en revenant ici-bas. Maintenant, au niveau de l'émotionnel, qu'est-ce qui fait qu'on va tomber dans les pièges et on y tombe tous? C'est pas parce qu'on a l'impression d'avoir vécu des choses qu'en les revivant, on ne va pas tomber dedans. Et c'est normal, parce qu'on expérimente. Et c'est ça qui est intéressant. Seulement, on va se brûler une première fois. Ça va être chaud, ça va brûler, ça va faire mal, ça va nous mettre en colère, ça va nous mettre dans toutes les émotions possibles. Et puis on va être triste parce que on se dit mais c'est pas possible, j'étais super bien maintenant et maintenant je commence à avoir des cicatrices parce que je me suis brûlée. Enfin bon, il y a plein d'émotions qui peuvent venir par rapport aux expériences qui nous sont données. Mais à un moment donné, on réagit beaucoup plus rapidement. On se dit oh, c'est bon, tu t'es brûlé, tu sais pourquoi. Bon bah voilà, t'as mis le doigt où il fallait pas et puis tu savais très bien. Donc maintenant, donc c'est important en même temps, c'est de relativiser et toujours de se demander ce que cette émotion veut bien nous donner comme information. Lorsqu'on vit une émotion, on va la vivre et c'est très bien de la vivre. Parce que si on ne la vit pas, si on ne l'exprime pas, si on ne la vit pas en la disant, en la verbalisant, en l'exprimant, dans sa gestuelle, dans son corps, dans son verbe, eh bien, on va la vivre dans son corps, dans son soma. Donc de toute façon, on va la vivre. Donc vivons-la, puisque l'expérience est cela. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on vit cette expérience, d'avoir la conscience qu'en face de cela, il y a une résonance.
En face de la tristesse, il y a la joie. En face de la colère, il y a la conscience. En face de la peur, il y a la satisfaction. Il y a toujours quelque chose qui nous apporte une réponse. En face de l'obscurité, il y a la lumière. En face du vide, il y a le plein. Inversement, il y a le tout dans le tout. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est le message. Après, on pourra se positionner comme on le souhaite. Ce sont les expériences qui vont faire nos croyances, qui vont faire qui l'on est, qui vont faire comment on va se positionner. Moi, je me suis intéressée à toutes les religions, je me suis intéressée à tous les courants, parce que je suis dans une grande ouverture et je pense que c'est sage que d'être dans cette dynamique-là. Ça ne veut pas dire que je suis sage pour autant. Je sais être sage, je sais ne pas l'être, et je suis tout simplement humaine. Et voilà, et qui plus est, je fais partie du règne animal. Et moi, je suis vraiment ce petit animal, j'ai envie de dire, qui expérimente et qui le fait dans l'innocence. Voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut vivre sa vie, de vivre les choses, mais les vivre en étant honnête avec soi-même, en étant toujours conscient de ce que l'on fait. Et simplement euh, être aussi dans cette gratitude de ce qui nous arrive et surtout être dans cette capacité de se pardonner et de s'aimer. Et de s'aimer parce qu'au final, on ne s'aime pas. La problématique, c'est l'amour. J'ai envie de conclure sur une histoire magique qui m'est arrivée, qui est absolument fabuleuse, qui résume bien tout cela. J'en ai déjà parlé précédemment, mais j'en avais parlé avec Laurent, donc entre nous, on n'en a jamais parlé. Et c'est bien aussi qu'on puisse s'exprimer aujourd'hui. Pour le coup, euh, quand j'ai commencé cette reconversion professionnelle, je suis passée, on va dire, de l'accompagnement de groupe dans le développement du service, de cette notion-là, à l'accompagnement de l'être, et par le biais de la sophrologie. Et dans mes cours, il y avait une femme qui était toujours très, très psychorigide, qui critiquait beaucoup, qui n'était jamais contente et qui était toujours en train de redire quelque chose. Et un jour, elle arrive au cours et elle dit devant tout le monde, et avec un regard, mais j'avais jamais vu un regard aussi lumineux chez elle. Elle dit, bah, c'est incroyable, je me baladais dans Paris, j'ai vu le mot tolérance. Et c'est bizarre parce que j'ai trouvé que ça m'a parlé. Effectivement, elle avait compris quelque chose. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est dingue. Je me dis, dans ma tête, je me dis, mais et si c'était ça? Et si c'était ça? Et j'ai dit, bon, bah voilà, ben moi, je veux le mot amour. J'ai simplement dit comme ça, dans ma tête, je veux le mot amour. Mais à l'époque, je mettais autre chose derrière ce mot-là. Et en fait, j'ai fait mon cours de sophros comme ça. En fait, je suis partie dans la dynamique qu'on me donnait à suivre. Et à un moment donné où je m'y attendais absolument pas, j'ai vu en flash le mot amour écrit en blanc, lumineux, d'une manière, mais d'un rayonnement et d'une puissance impressionnante. Et quand j'ai vu ça, eh bien, je me suis sentie dans la fréquence, dans la vibration. À l'époque, je n'étais pas dans le quantique, mais c'est de cela dont il s'agissait à ce moment-là. J'étais en amour, j'étais en résonance, dans cette fréquence. Et à la fin, moi qui suis une tchatcheuse invétérée, bien évidemment, tout le monde m'a dit, mais attends, mais Sandrine, mais qu'est-ce qui se passe? Tu parles pas, tu dis rien, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air toute bizarre. Et je leur ai dit, mais écoutez, il m'est arrivé une expérience magnifique, magique, mais c'est incroyable. Tout à l'heure, quand cette personne est arrivée, qu'elle a dit ça, j'ai trouvé ça génial. Et j'ai simplement pensé à ça, je l'ai pensé, je me suis dit, et si c'était ça, j'aimerais ça. Et on me l'a donné. J'ai eu le cadeau, j'ai vu le mot amour. Bon, bah, tu vois, enfin, ça représentait apparemment pas grand-chose pour les autres. Et je voyais qu'ils n'étaient pas du tout dans le même état. Et moi, je m'étais complètement euphorique, mais j'étais vraiment dans un état très spécial. Et c'était que le début de ce qui s'est passé réellement. Et donc du coup, je rentre chez moi et je descends dans la rue, j'arrive, je prends le métro et au moment de descendre les marches du métro, qu'est-ce que je vois? Je vois le mot amour. Alors là, j'ai cru que j'avais mon cœur qui battait à 100 à l'heure. Mais je sentis mon cœur comme jamais dans mon corps. Et surtout, j'ai senti cette fréquence, ce battement, j'entendais ce cœur. J'avais cette sensation d'être vivante et de sentir cet amour dans mon corps. J'étais, mais amour en vibration, en fréquence, je n'étais que ça. Et
Et là, pour le coup, je me suis dit, c'est pas possible, mais je deviens folle. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là, j'ai eu peur. Et j'ai demandé à côté de moi, il y a un monsieur, je dis, mais c'est quoi, c'est quoi? Et il me dit, oh, c'est rien, c'est des graffitis. Je me suis dit, Dieu merci, je suis pas folle. J'ai eu besoin de me mettre sur ce mot-là pour ressentir cette fréquence. C'était magnifique. C'était mais de toute puissance. J'ai laissé passer quelques jours et quand je suis retournée au cours, j'ai dit ça à mon prof, donc au docteur Hubert. J'avais qu'à lui que je pouvais dire ça. Je dis, écoute, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis rentrée dans le métro, tu sais, je t'avais parlé du mot amour, t'avais donc elle est agitée déjà. Il me dit, bah oui. Il me dit, bah je t'avais dit que c'était prémonitoire. Il me dit, bah voilà, mais tu es en train de développer ton intuition, tu es en train de ressentir les choses, la perception, tu vas voir, il va t'arriver des choses. J'ai dit, ah bon, c'est vrai, tu crois vraiment? Il me dit, bah écoute, mets-toi à l'écoute, sois dans l'ouverture. Et voilà, effectivement, quand je suis partie à un moment donné, parce qu'il nous a dit d'acheter des bouquins qui étaient des bouquins d'occasion pour passer l'examen, je suis passée à Saint-Michel et en sortant, en montant les marches, il y a le café, alors je ne sais pas s'il existe encore parce que je ne suis pas retournée depuis, mais il y avait un café à l'époque qui s'appelait le Saint-André. Il se trouve que je m'appelais Saint-André à l'époque. Et donc voilà, je me suis dit, ah, si j'avais su où ça allait me mener. Et donc, qu'est-ce que j'ai vu? Et là, j'ai cru que j'allais avoir un électrochoc et j'ai cru que j'allais être foudroyée. D'ailleurs, j'ai senti une énergie de puissance absolue. J'ai vu deux cœurs entrelacés en rouge avec le mot amour dedans, au pied d'un arbre. Alors là, je me suis dit, là, j'achète. Alors à l'époque, c'était 90, il n'y avait pas de portable encore. En tout cas, enfin moi, j'avais pas les moyens de payer un portable à cette époque-là. Si j'achète un appareil photo, je prends le mot en photo parce que personne ne va me croire, c'est clair, personne ne va me croire. Même moi, j'y croyais même pas. D'ailleurs, je me suis dit encore dans ma tête, parce que pour le coup, je me disais ça dans ma tête, j'ai dit, ok, promis juré, si je le vois une troisième fois, j'y crois. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors là, c'était l'apothéose. J'ai vu ce mot-là. Alors là, je l'ai vu partout. Et je l'ai vu une troisième fois en descendant du cours à la pause. Et là, il y avait le mot amour partout, le long du chemin. On devait aller, il y en avait un qui allait au japonais, les autres groupes qui allaient au chinois. Moi, voilà, ou non, c'était l'indien. J'allais à l'indien, au restaurant indien. Et comme par hasard, tout le long du trajet, il y avait le mot amour et moi j'étais mais complètement euphorique et les autres rigolaient. Ils se disaient, ah bah tiens, regarde, tu vois, t'as un prétendant. Je dis, mais non, mais personne ne sait, mais j'en ai parlé à personne, il n'y a que vous qui le savez. Et résultat, je me suis dit, je vais aller remercier, je vais aller donner cette gratitude. Je vais aller à l'endroit le plus haut de Paris, je vais aller au Sacré-Cœur. Et je vais mettre un cierge. Je ne savais pas quoi faire parce que je me suis dit, j'avais dit que, promis juré, si je le voyais une troisième fois, j'y croirais. Et bien maintenant, j'y crois. Et bien, vous me croirez si vous voulez, quand je suis arrivée au Sacré-Cœur, il y avait le mot amour sur chaque marche. Je montais au Sacré-Cœur, il y avait le mot amour partout. Et alors là, je l'ai vu partout. Je sortais de chez moi. De mon cabinet, je voyais le mot amour inscrit sur une voiture. Je rentrais dans le métro, les portes s'ouvraient, il y avait le mot amour. C'était juste incroyable. Et à un moment donné, il y avait le mot amour rue Bézou, et du côté de l'église Alésia. Et j'ai envoyé tous mes patients aller voir ce mot-là. Et il s'est passé quelque chose de magique à chaque fois qu'ils y sont allés. Et j'ai appelé ma société, dans un premier temps, j'ai dit aide à la gestion des aptitudes et performances de l'être. Et ça veut dire A-G-A-P-E, agape. C'est agapo, ça veut dire je t'aime en grec. Agape, les agapes, c'est l'amour. Et c'est l'amour inconditionnel. Et quand j'ai su que ma société s'appelait comme ça, j'ai compris que c'était le cadeau. Et je l'ai même appelé Agape France parce que j'ai perdu une amie qui s'appelait France et ça s'appelle Agape France pour cette raison-là. Voilà le cadeau que j'avais envie de partager avec vous, Alexandre, ce Merci pour soir. cette belle histoire, Sandrine. Félix. Effectivement, je la connaissais pas, cette histoire. Voilà. Ouvrons immédiatement le troisième et dernier espace promotionnel car nous arrivons tout près de la fin de cette émission Santé et Spiritualité. C'est Sandrine Félix qui a animé cette émission Santé et Spiritualité. Pour la joindre, un numéro de téléphone qui est le 06 60 58 39 77. Je répète, 06 60 58 39 77. Un site internet aussi pour avoir plus d'informations, pour en savoir plus ou pour avoir les informations que je vous donne actuellement, c'est le www.spiral-energie.fr. Tout cela au singulier, www.spiral-energie.fr.
Et puis n'oubliez pas que si vous appelez de la part de Radio Ici et Maintenant, Sandrine Félix, un bilan énergétique vous sera offert en tant qu'auditeur de Radio Ici et Maintenant. Et puis j'en profite pour vous rappeler qu'il y aura une conférence dans les locaux de la radio ce soir. D'ailleurs, on va, juste à la fin de cette émission, rediffuser la bande-annonce concernant cette conférence. Fin de ce 3e et dernier espace promotionnel. Sandrine Félix, merci beaucoup d'avoir animé cette émission Santé et Spiritualité. Merci à vous, mais là, il y a une pause seulement, mais après, les auditeurs vont pouvoir vous retrouver. Tout à fait. Et en tout cas, merci à vous Alexandre et merci à tous les auditeurs qui ont eu la patience de nous écouter ce soir. C'est vrai qu'ils sont courageux. Qui sont très courageux. Donc voilà, je leur souhaite plein de bonnes choses et j'ai simplement envie de leur dire que au niveau de l'émotionnel, ça se résume en un mot, c'est l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour de soi, la capacité de s'aimer soi-même, nous donne la capacité d'aimer l'autre et nous mène tout droit au pardon par rapport à tout ce qu'on imagine ne pas avoir résolu et par rapport aussi à nos états émotionnels, lorsqu'on est en colère, lorsqu'on est triste, lorsqu'on n'est pas forcément dans des états que l'on accepte. Donc le maître mot, c'est aussi la clé de l'acceptation. Merci Sandrine Félix. Et juste après ce générique Santé et Spiritualité, la bande-annonce concernant la conférence qui a lieu ce soir dans nos locaux. Excellente soirée à vous. Bonsoir à tous, le magazine Santé et Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via Internet. Bonjour à tous, une annonce vous concernant. Sachez que Sandrine Félix qui est naturopathe, thérapeute en médecine énergétique, quantique, enseignant dans Chuzhou,